Washington, D.C., le 5 août 2024. Dans une salle d'audience du tribunal fédéral du district de Columbia, le juge Amit Mehta referme ses notes. Il a lu les 286 pages de sa décision, relu certains passages plusieurs fois. Ce matin-là, il rend son verdict en une seule phrase. Je cite « Google est un monopoliste et il a agi comme tel pour maintenir son monopole. » Ce n'est pas une accusation, c'est une conclusion de droit, une décision fédérale, la plus lourde portée contre une entreprise technologique depuis le démantèlement d'AT&T. En 1982. En quelques mois, une deuxième décision tombe, cette fois sur la publicité en ligne. En avril 2025, elle conclut que Google a monopolisé illégalement toute la chaîne de la publicité display. Le département de la justice réclame la cession forcée de Google Ad Manager. Puis Apple. Le 21 mars 2024, le DOJ et 16 États attaquent Apple pour monopole illégal sur les smartphones haut de gamme. En juin 2025, le juge Julian Niels refuse de classer l'affaire. Le dossier avance. Les remèdes les plus radicaux de l'histoire antitrust américaine sont désormais sur la table. Pendant ce temps, à Hangzhou, à Shenzhen, à Pékin, Alibaba annonce 9 centres de données à l'international. Tencent signe des contrats cloud en Europe. Baidu réoriente toute sa structure vers l'intelligence artificielle. ByteDance, la maison mère de TikTok, investit 38 milliards de dollars dans un centre de données géant au Brésil. Washington semble mettre ses propres champions à genoux, au moment précis où leurs rivaux chinois accélèrent. Ce serait son propre bouclier qu'il brise. Pour comprendre ce qu'il se passe, il faut d'abord comprendre ce qu'étaient ces entreprises. Pas seulement des sociétés commerciales, pas seulement des monopoles, des instruments de puissance. Pendant 2 décennies, Google, Apple, Amazon, Meta et Microsoft ont fait quelque chose qu'aucune armée ne peut faire. Ils ont imposé leurs standards au monde entier. Leur format, leurs protocoles, leurs règles d'accès. Android tourne sur 72% des smartphones de la planète. iOS domine le marché les plus solvables. Google traite plus de 8,5 milliards de recherches par jour. AWS, Azure et GCP hébergent une fraction écrasante de l'infrastructure numérique mondiale. Ce n'est pas de la domination commerciale, c'est de la souveraineté par l'infrastructure. Ces plateformes ont été le bras armé du soft power américain. Chaque application téléchargée sur l'App Store est soumise aux droits californiens. Chaque euro de publicité digitale passe par les tuyaux qui appartiennent à Mountain View. Chaque start-up dans le monde, de Paris en passant par Lagos et Jakarta, s'est construite sur des couches qui sont américaines. Washington le savait et il s'en satisfaisait. Et cette doctrine avait un nom implicite. Les géants de la tech sont des actifs stratégiques. On ne les régule pas comme des industries ordinaires. On les laisse grandir, on les laisse dominer, parce qu'ils sont le prolongement naturel de la puissance américaine dans l'espace numérique mondial. Pendant des années, cette logique était cohérente. Mais quelque chose a changé. Et ce quelque chose a fracturé la doctrine. Quel est exactement le mécanisme qui a poussé Washington à retourner ses armes contre ses propres champions? Et ce, au moment le plus risqué? La réponse est dans l'acte suivant. La thèse officielle est celle-ci. Les big tech américaines sont devenues trop concentrées. Elles taxent l'innovation. Elles verrouillent les consommateurs. Elles écrasent les concurrents. Le marché ne se régule plus seul. La puissance publique doit intervenir. C'est la position du département de la justice, des juges et d'une partie croissante de la classe politique. Et sur le fond, les faits plaident pour cette lecture. Google avait verrouillé la chaîne entière de la publicité en ligne. Du serveur publicitaire éditeur à la place de marché, à l'outil d'achat, tout lui appartenait. Apple, quant à elle, maintenait des clauses contractuelles qui rendaient la sortie de son écosystème quasiment impossible. Ces comportements ne sont pas des allégations, ce sont des conclusions de tribunaux fédéraux. Maintenant, voilà la contre-thèse. Pendant que les équipes juridiques de Google mobilisent des centaines d'avocats pour répondre aux 2 procédures fédérales, pendant qu'Apple consacre des ressources managériales considérables à une bataille judiciaire qui durera jusqu'à la fin de la décennie, pendant que les dirigeants témoignent, que les documents internes sont versés au débat, que les stratégies produits sont passées au microscope judiciaire, Alibaba Cloud ouvre des centres de données en France, aux Pays-Bas, au Brésil, en Malaisie et à Dubaï. Tencent Cloud signe des contrats en Europe. Ses revenus de services aux entreprises progressent de 22% en 2025. Baidu réoriente 80% de son activité vers l'intelligence artificielle et l'informatique dématérialisée. ByteDance engage 38 milliards de dollars dans une infrastructure géante en Amérique latine. Ils n'ont pas de procès antitrust. Alors est-ce que Washington est en train de commettre une erreur stratégique historique? Ou est-ce que la vraie menace vient d'ailleurs? D'un angle qu'on n'a pas encore regardé. L'acte suivant contribue à y répondre. Revenons un moment à l'architecture. Pendant les années 2010, l'infrastructure numérique mondiale s'est construite autour d'une simple logique. Quelques écosystèmes intégrés américains dominaient tout. Google contrôlait la recherche, le système d'exploitation mobile, le navigateur, la publicité,
l'informatique dématérialisée. Apple contrôlait les terminaux les plus chers, la distribution des applications, les paiements, la messagerie. Chaque couche renforçait les autres. Chaque donnée collectée quelque part finançait le reste. C'était un tout cohérent, fermé, efficace et extraordinairement puissant. Les procédures antitrust commencent à défaire cette intégration. Le partage forcé des données de recherche de Google avec ses concurrents, les obligations d'ouverture qui se profilent autour de l'App Store d'Apple, la possible cession de Google Ad Manager. Chaque remède fragilise une articulation du système. Pendant ce temps, en Europe, la Commission européenne attribue en avril 2026 un contrat de 180 millions d'euros exclusivement à 4 fournisseurs cloud européens, OVH Cloud, Scaleway, Stack IT, Proximus, pour les besoins des institutions de l'Union. En Chine, les BATX construisent leurs propres couches, leur propre format, leurs propres règles. L'écosystème mondial se fragmente. Ce qui se passe n'est pas seulement une affaire antitrust, c'est la fin d'un modèle d'infrastructure unique centralisé américain, qui structurait les échanges numériques de la planète depuis 20 ans. Et ce qui les remplace n'est pas un vide, c'est une architecture en blocs, 3 blocs, américains, chinois, européens, avec des règles incompatibles, des données qui ne circulent plus librement, des standards qui divergent. La prochaine startup qui voudra lancer un produit, une fois pour le monde entier, n'y arrivera plus aussi facilement. Ce monde-là est en train de disparaître. Alors dans ce nouveau monde balkanisé, est-ce que l'Europe a vraiment une chance de construire quelque chose de solide? Ou est-ce une fenêtre qui va se refermer avant même d'avoir été saisie? C'est la question finale. Et elle arrive maintenant. 2 lectures s'affrontent. La première lecture est pessimiste. Les hyperscalers américains, même régulés, même contraints, restent des mastodontes. AWS, Azure et GCP investissent chacun plusieurs dizaines de milliards de dollars par an dans des infrastructures. Alibaba prévoit plus de 380 milliards de renminbi sur 3 ans. Tencent double ses dépenses en intelligence artificielle en 2026. Gaia X, malgré ses ambitions, reste une initiative de coordination et pas une infrastructure opérationnelle à l'échelle. Les acteurs européens du cloud, OVH Cloud, Etzner, Scaleway, sont des nains en capitaux comparés à leurs concurrents américains et chinois. Et la fragmentation interne de l'Union européenne, divergence entre États membres, priorités contradictoires entre compétitivité et souveraineté, complique les stratégies industrielles offensives. La deuxième lecture est différente. Pour la première fois depuis 20 ans, un signal clair vient de la commande publique européenne. Le contrat de 180 millions d'euros accordé exclusivement à des fournisseurs cloud européens en avril 2026 n'est pas symbolique. C'est un précédent. Il crée un marché captif minimal, une base de revenus prévisible pour des acteurs qui en avaient besoin pour investir. Le Future Cloud et AI Development Act vise à tripler la capacité des centrales de données européennes en 7 ans. Gaia X structure des espaces de données sectoriels dans la santé, l'industrie, les collectivités, avec des règles d'interopérabilité communes. La question n'est pas technique, elle est politique. Est-ce que l'Europe va enfin traiter le cloud et l'intelligence artificielle comme elle a traité l'énergie ou les transports, comme des infrastructures critiques qui méritent un financement d'État, une consolidation industrielle, une stratégie offensive? Ce qui est certain en revanche, et ce qui vous concerne directement si vous gérez une architecture, une organisation ou un portefeuille technologique, c'est que le contexte dans lequel vous prenez vos décisions a fondamentalement changé. La dépendance à un seul hyperscaler n'est plus un choix neutre. C'est un risque politique, un risque réglementaire et un risque de conformité. Voici 3 signaux à surveiller dans les mois qui viennent. Premier signal, les remèdes antitrust contre Google. Les décisions sur la cession forcée de Google Ad Manager est le marqueur le plus concret. Si elle est confirmée en appel, c'est toute l'architecture de la publicité numérique mondiale qui se reconfigure. Les entreprises qui monétisent du contenu ou achètent de la visibilité en ligne devront construire leur stratégie sur un marché fragmenté entre plusieurs acteurs, ce qui est potentiellement une opportunité pour des alternatives européennes. Deuxième signal, la vitesse d'expansion des BATX en Europe. Alibaba Cloud ouvre en France et aux Pays-Bas. Tencent construit des infrastructures financières pour des acteurs européens. Les questions que vous devez poser à vos équipes d'achat ou à vos fournisseurs, est-ce qu'une solution que nous évaluons repose sur une infrastructure dont les données sont potentiellement soumises aux droits chinois? Ce n'est pas une question idéologique. C'est une question de conformité RGPD et les régulateurs européens commencent à se la poser. Troisième signal, la commande publique européenne comme signal de marché. Le contrat de 180 millions attribué à des fournisseurs cloud européens en avril 2026 est un premier signal. Si ce modèle se généralise, marché réservé, critères de souveraineté dans les appels d'offres publics, les acteurs régionaux du cloud auront enfin la visibilité nécessaire pour lever des capitaux et investir. Regardez les prochains appels d'offres du secteur public dans votre pays. Ils vous diront si la volonté politique est réelle ou rhétorique. La question à poser à votre organisation ou à vos fournisseurs aujourd'hui est simple. Si demain un tribunal américain impose des contraintes structurelles à l'un de vos hyperscalers principaux, ou si un contrôle d'exportation rend certaines couches inaccessibles dans certaines régions, quelle est votre alternative? En combien de temps pouvez-vous basculer?
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez que dans Digital Architect, on décortique les mécanismes, on regarde l'effet brut et on tire les implications concrètes. Alors si ce travail a de la valeur pour vous, je vous invite à vous abonner, à partager cet épisode et à liker et commenter. C'est le meilleur signal et la meilleure aide que vous pouvez donner à cette chaîne. Et comme toujours, ne suivez pas les tendances. Maîtrisez-les.